Bonjour, bonjour à tous. On va vous parler de lutte contre la déforestation. Je suis Laure Grégoire, je représente un collectif d'entreprises qui s'appelle l'Alliance pour la préservation des forêts. Et je suis accompagnée de Fausto Rotelli, qui est le directeur de la communication et des affaires extérieures de Ferrero en France. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment agir dans vos chaînes d'approvisionnement pour éradiquer la déforestation, ce risque de déforestation que beaucoup d'entreprises rencontrent parce que utilisatrices de matières premières agricoles pour les entreprises agroalimentaires, mais aussi de papier, de bois pour les emballages. Donc voilà, deux mots d'abord sur mon collectif d'entreprises que je représente. L'Alliance pour la préservation des forêts compte une trentaine de membres, 30 entreprises de toute taille. On a des grandes entreprises comme Ferrero, mais aussi Nestlé, le groupe Pierre Fabre dans la cosmétique, et puis des PME et également des ETI comme Cerelia, Saint-Hubert. Voilà, de toute taille, de tout niveau de maturité sur cet enjeu qu'est la déforestation. Et donc elles ont rejoint notre collectif d'entreprises pour se mobiliser, prendre en main ce problème de la lutte contre la déforestation, parce que, vous le savez, c'est une des solutions, réduire la déforestation, stopper la déforestation, c'est une des solutions pour atteindre la neutralité carbone, qui est donc l'objectif des accords de Paris pris au moment de la COP21 par 196 États, et qui s'est aussi dupliqué, qui est aussi un objectif du Green Deal, le pacte vert européen. Donc le Green Deal qui a donné lieu à tout un tas de directives, et parmi lesquelles une directive qui s'appelle l'EUDR, donc le règlement européen de lutte contre la déforestation, qui est entré en vigueur au mois de juin 2023. Et donc qui vise à interdire en Europe l'importation de produits issus de la déforestation. Alors on parle de 7 matières premières pour l'instant, mais certainement que dans 2 ans, la Commission européenne reverra ce seuil. Les 7 matières premières en question, c'est le soja, l'huile de palme, le cacao, le café, le bœuf, le bois et le caoutchouc. Je crois que j'ai dû donner les 7. Et donc, à partir de 2024, les entreprises auront donc l'obligation de faire rentrer ces matières premières-là sur leur territoire, sur le territoire européen, mais en prouvant qu'elles n'ont pas contribué à de la déforestation depuis ce qu'on appelle une cut-off date, qui est le 31 décembre 2020. Donc pour prouver qu'il n'y a pas eu de déforestation, les entreprises vont devoir donner les coordonnées GPS des parcelles de production sur lesquelles elles se sont approvisionnées. Et ça, c'est un travail colossal pour lequel bon nombre d'entreprises ne sont pas encore au niveau, parce qu'elles n'ont pas encore remonté toute la chaîne d'approvisionnement, parce que ça veut dire ça en fait, il faut remonter fournisseur après fournisseur jusqu'à la plantation. Et quand on parle de fèves de cacao ou d'huile de palme, c'est assez compliqué de remonter jusque dans ces pays éloignés qui n'ont pas les mêmes critères de durabilité que nous. Et donc, alors au sein de l'Alliance, nous, on travaille à aider les entreprises à s'armer, à s'outiller pour pouvoir atteindre cet enjeu et se mettre en conformité avec cette réglementation européenne. Et donc, ça veut dire concrètement qu'on travaille à, par exemple, réaliser une cartographie des risques, rédiger un cahier des charges fournisseurs, prendre des engagements, donc toujours sous le prisme de la lutte contre la déforestation et conversion des écosystèmes. Alors un mot peut-être sur la conversion des écosystèmes, parce que c'est un engagement qui est pris quand on rejoint l'Alliance, donc de viser le zéro déforestation et zéro conversion. La conversion n'est pas abordée par le règlement européen, mais pour nous elle est importante, c'est-à-dire que par autre écosystème, on entend des autres terres boisées comme les mangroves, les tourbières qui sont des puits de carbone, et les savanes. Et dans le cas de la savane, on pense beaucoup à la région du Cerrado au Brésil, qui est productrice de soja.
Et le soja est une matière première qui a l'empreinte déforestation la plus importante de toutes les matières premières dont je vous ai parlé, parce que ce n'est pas tant pour les steaks de soja qu'on déguste chez nous, mais c'est davantage pour les tourteaux de soja qui servent à alimenter nos bêtes en France et en Europe, qu'on importe donc du soja produit surtout en Amazonie, Brésil et voilà cette région d'Amérique du Sud. Voilà, donc à l'Alliance pour la préservation des forêts, on va aider les entreprises à se mettre en conformité en les dotant d'outils, de services, et on peut compter du coup, pour tout ça sur des membres qui ont un certain niveau d'avancement sur ces enjeux-là, qui datent pour certaines matières premières bien avant les accords de Paris ou le Green Deal, qui ont commencé donc bien avant 2015 à travailler sur la traçabilité, les chaînes d'approvisionnement durables pour atteindre cet objectif. Et du coup, Ferrero est un de nos membres fondateurs et travaille à une forte expertise sur des matières premières comme l'huile de palme et puis le cacao, et donc contribue au sein de l'Alliance à partager avec les autres membres ces bonnes pratiques, ces outils, tout ça évidemment dans le respect du droit de la concurrence. Mais voilà, et donc on est assez reconnaissant de ces entreprises qui ont des domaines d'expertise sur certaines filières, parce que c'est compliqué d'avoir des expertises sur toutes les filières. Je vais laisser la parole à Fausto pour qu'il en parle, mais voilà, la filière de l'huile de palme est une filière qui est très avancée en matière de durabilité, parce que ça fait très longtemps qu'on en parle, et donc très longtemps que les industriels, les producteurs se sont mis en ordre de marche pour transformer cette filière. On est beaucoup moins avancé sur la question du soja au Brésil, et pour lequel il y a un énorme enjeu de conversion. Voilà, donc Fausto. Merci beaucoup Laure, merci à vous d'être là. Donc Fausto Rotelli, je suis en charge des relations extérieures du groupe Ferrero pour la France. Tout d'abord, le groupe Ferrero, ce sont 40 000 personnes dans le monde, des marques, disons, iconiques, bien connues en France, qui ont fait plusieurs polémiques. Mais le groupe n'a pas attendu certaines polémiques, notamment sur l'huile de palme, qui ont démarré en 2012 et avaient commencé bien avant son travail sur les filières et sur les matières premières. C'est quelque chose que ne sait pas beaucoup en France. Vous direz c'est la faute de dire comme, justement c'est moi, et justement je suis là pour vous l'expliquer. Et tout d'abord je tiens à saluer le travail de l'APF, l'Alliance pour la protection des forêts, qui justement fédère des membres, aussi bien des grands acteurs que des petits, en mettant en avant les bonnes pratiques. Et par exemple, il y a un groupe de travail sur les achats responsables, comme tu le disais, qui permet justement aux petites entreprises de voir comment avancer et aller dans la bonne direction. Puisque quand on est un groupe comme Ferrero ou Nestlé, c'est très facile de mettre une équipe et de dire je veux tel résultat pour tel jour. Quand on est une PME et qu'on développe des produits, on est plutôt centré sur le produit, on n'a pas la capacité pour pouvoir aller au-delà. Et donc c'est tout le travail que fait l'APF qui est essentiel. Et donc si parmi vous, il y en a certains d'entre vous qui pourraient être concernés, vraiment je vous invite à vous rapprocher de Laure pour parler de ces aspects. Par rapport à mon message, il sera surtout structurant en 4 temps. Le premier, c'est le besoin d'une réglementation. C'est quelque chose d'essentiel, puisqu'aujourd'hui, il faut que la réglementation, donc la norme, soit une réalité. Et c'est vraiment ce vers quoi nous allons. C'est-à-dire, il y a l'initiative de la Commission européenne qui a été publiée au journal officiel de l'UE en juin dernier, donc pour lutter contre la déforestation. C'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps. Ferrero fait partie des 40 entreprises au niveau européen à l'avoir demandé. Au niveau européen, excusez-moi, 40 entreprises, ça n'est rien. Donc il faut vraiment aller de l'avant et porter ce message et le mettre en œuvre. Ça, c'est la première des choses. Après, il y a un autre volet qui est celui qui s'appelle en bon français, celui de la due diligence. Et donc de tous les aspects en corrélation avec la déforestation qui font que les acteurs doivent s'engager dans cette direction. C'est quelque chose de vraiment essentiel et ça permettra de compléter l'arsenal européen qui s'appliquera à l'ensemble des pays européens, puisque nous ne pouvons pas aller changer les pratiques, mais nous pouvons les changer au travers de nos achats en tant qu'Europe, en tant qu'acteur principal au niveau mondial. Et c'est le premier levier pour faire basculer les choses. Et donc, par rapport à cet aspect-là, nous allons bien dans la bonne direction et ça permettra vraiment d'encadrer juridiquement
cet engagement de longue date pour certaines entreprises et les généraliser à l'ensemble des pratiques. Et puis après, il y a aussi le besoin, puisque d'une vision commune avec ONG, organismes certificateurs et les autres entreprises. Et pour identifier ou recommander les règles qui sont facilement applicables, qui permettent d'avoir les plus grandes avancées d'un côté, et de l'autre, la mise en place de bonnes pratiques qui permettront d'avoir des règles encore plus contraignantes demain ou après-demain. Et ça, c'est un point essentiel. Et donc, la combinaison de ces aspects permet vraiment d'arriver et d'aboutir à cette amélioration qui est essentielle aujourd'hui et que, honnêtement, nous ne pouvons plus nous permettre. Ça, c'était le premier point. Après, le deuxième, c'est le rôle d'initiatives comme celle de l'APF. C'est-à-dire, vous allez avoir des initiatives pour porter cette responsabilité collective. Les entreprises en France sont avec l'Alliance pour la protection des forêts et ça permet justement d'avancer et de partager les pratiques. Après, il y a dans différents pays européens ce qui s'appelle des initiatives multipartites qui sont portées avec ONG, gouvernement et entreprises. Il y en a une en France qui est Frisco ou en jargon l'IFCD. Il y en a une autre en Belgique, si tu veux en parler. Juste pour IFCD, c'est l'initiative française pour un cacao durable. Et ça réunit des industriels, mais aussi des artisans chocolatiers, des ONG, les pouvoirs publics. Donc il y a l'État français qui est partie prenante, l'AFD également, les acteurs de la recherche comme le CIRAD. Donc, et je pense avoir fait le tour de tous les collèges et les distributeurs également. Donc plusieurs collèges où tout ce monde est fédéré pour transformer cette chaîne d'approvisionnement en cacao en faveur de la durabilité. Oui, et c'est quelque chose de très important et c'est surtout c'est quelque chose qui est développé dans les principaux pays européens, notamment autour du cacao, puisque nous en avons en France, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, qui sont les principaux pays et les principaux consommateurs. Donc aussi bien en tant que producteurs et consommateurs. Donc c'est là où il faut bien avancer. Et puis après, ces entités nationales ont une plateforme d'échange au niveau européen, justement, pour reprendre les meilleures pratiques de chaque État, développées dans chaque État membre. Et c'est ce qui permet, justement, d'aller aider à la construction de ce modèle qui doit être un modèle européen et normé pour tout le monde. Voilà, et conforme à la nouvelle réglementation de lutte contre la déforestation. Voilà. Et puis après, il y a aussi un autre groupe autour de la Commission européenne qui s'appelle le groupe de coordination qui s'appelle la plateforme multipartite sur la déforestation, qui est là où ont lieu les premiers échanges, qui après, dans quelques années, vont aboutir, du moins quelques années après, vont aboutir à des normes européennes et qui seront la clé pour avancer. Ouais. Et tout ce travail, donc au niveau de la Commission européenne, donc cette réglementation, elle est là et nous, côté secteur privé des pays du Nord, des pays utilisateurs de ces matières premières-là produites dans les pays du Sud, on est satisfait. Alors, je parle au nom des membres de l'Alliance pour la préservation des forêts, mais on est satisfait de cette réglementation qui est contraignante. Mais alors, on a aussi conscience qu'il y a un énorme travail de concertation à mener avec les pays producteurs. Et je crois que la Commission européenne s'en est rendue compte, puisque les pays producteurs aujourd'hui ne voient pas d'un très bon œil cette réglementation qui va les contraindre et pour lequel ils n'ont pas des lois aussi robustes. Donc, voilà, il est assez essentiel de travailler avec les pays producteurs et c'est ce que la Commission européenne est en train de faire aujourd'hui, donc de se concerter avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine principalement, qui sont les premiers impactés du fait des matières premières que je vous ai citées tout à l'heure et qui viennent de ces territoires-là. Totalement. Et puis c'est surtout comment pouvons-nous le rendre concret ? C'est-à-dire il y a d'un côté les normes intérieures et puis après il y a tous les accords de libre-échange UE, pays tiers. Et c'est là qu'on peut vraiment mettre dans l'accord de libre-échange la contrainte. Après il s'agit d'une négociation à porter et aussi d'une mise en pratique pour les entreprises. Puisqu'on ne peut pas mettre non plus dans des accords de libre-échange des choses que les entreprises ne savent pas encore mettre en œuvre, d'où le besoin en parallèle de travailler entre entreprises pour développer ces filières. Et ça, c'est un point essentiel. Un autre point, mais on peut passer directement à l'aspect justement des pays producteurs, c'est
justement, une entreprise ne peut pas tout. Par exemple, souvent, Ferrero, c'est très facile en France, a été attaqué autour de l'huile de palme. Déjà, tout d'abord, Ferrero, ça n'est pas 99,7% de l'huile de palme dans le monde. C'est 0,3%. Après, nous avons toute une politique d'achat responsable et nous avons une traçabilité. La traçabilité est clé. C'est-à-dire, c'est connaître la chaîne de bout en bout. Et c'est ce qui vous permettra de mettre en place toutes les normes autour des 3 piliers du développement durable, au niveau sociétal, au niveau environnemental et économique. C'est ce qui me permettra de faire avancer les choses. Et ça n'est que au travers de la traçabilité. Et cette traçabilité vous permet d'aller de bout en bout de votre filière et savoir exactement d'où vient, par exemple, votre huile de palme. Et ça, c'est essentiel. C'est ce que nous avons réussi à faire depuis 2015. Et ça nous a permis vraiment de mettre en place toute une série d'accords et de protocoles par rapport à nos fournisseurs. Dans le sens où le fournisseur s'engage à respecter un cahier des charges qui comprend toute une partie de cette approche responsable. Après, ça ne suffit pas, vous le savez mieux que moi, de mettre en place un contrat et de dire « Ah mais c'est mon contrat et je me cache derrière ». Donc il faut mettre en place toute une série de contrôles. Et par exemple, nous participons à une initiative qui s'appelle Starling, où il y a un satellite Airbus qui vérifie les endroits où nous achetons et où sont produites nos matières premières. Que ça soit, et je peux élargir au cacao, justement, huile de palme ou cacao. Donc c'est une approche qui est très positive. Et dans le cadre de chacune de ces filières, nous avons des chartes d'engagement du groupe, justement, autour des achats responsables, pour permettre, selon la spécificité du pays et de la région, puisque nous ne sommes pas sur les mêmes zones. D'un côté, nous sommes en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire et Ghana, et de l'autre, en Malaisie et Indonésie. Donc les problématiques ne sont pas les mêmes, et donc l'approche pour aider au développement local est différente. Ça, c'est un point essentiel. Et puis après, donc, au travers de ce satellite, nous savons exactement, je vous disais ce que nous mettons en place concrètement, ce qui se passe localement. C'est-à-dire, nous savons s'il y a, par exemple, une approche de déforestation de la part d'un producteur. Et là, nous avons toute une série d'engagements et de mesures que nous mettons en place. Et donc, la première chose, c'est la convocation du producteur avec une sorte, disons, d'équivalent d'alerte. Nous attendons 3 mois que le producteur ait changé ses pratiques et après, au bout de 6 mois, nous interrompons les achats auprès de ce producteur. C'est la meilleure des approches quand vous êtes un industriel. Après, justement, un petit producteur français n'y arrivera probablement pas. Ça, c'est ce que nous pouvons faire, nous, en tant que grand groupe. Mais c'est quelque chose d'essentiel. Et puis après, aussi accompagner naturellement les populations locales autour du développement de l'agroforesterie, par exemple, sur le cacao, ce qui est essentiel. Autour, avec des ONG, de la mise en place d'écoles dans les zones où nous achetons le plus. Mais en même temps, si vous ne travaillez pas avec les gouvernements, vous ne pouvez pas contrôler les frontières. Nous ne sommes pas propriétaires des lieux où l'huile de palme est produite. Donc il s'agit de mettre en place toute une collaboration fertile avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que cela fonctionne. Et cela passe aussi par les pays producteurs. Et par exemple, pas plus tard qu'avant-hier, il y avait la journée mondiale du cacao à laquelle était invité l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France et était aussi présent le représentant coordinateur de l'ONU en Côte d'Ivoire qui nous expliquait justement ce qui a été mis en avant et ce qui a été fait au niveau de la Côte d'Ivoire. Et sur les dernières années, les avancées sont très importantes par rapport, il ne faut pas l'oublier, à ce que pouvait faire la Côte d'Ivoire. Donc il y a un vrai engagement dans le cadre d'un pays souverain à avancer. Et nous le voyons aujourd'hui. Donc c'est quelque chose, c'est un moteur qui se met en place et qui permet justement une avancée des conditions locales. Et ça, c'est un point essentiel. Et après, il y a aussi une autre approche qui est sur le terrain. Et cette approche, ça concerne, bon, par rapport au contrôle, je vous ai parlé du système satellite qui va vérifier, mais après, par exemple, sur l'huile de palme, nous avons aussi Veritas qui, localement, va vérifier ce qu'il se passe. Donc, il y a un double contrôle. Et ça permet justement d'augmenter la possibilité d'avoir des achats responsables et de s'améliorer sur ces achats. Après, n'oubliez pas qu'il y a aussi tout le dialogue avec les ONG et tu parlais justement sur l'agroforesterie de certaines entités de recherche, notamment françaises, qui sont excellentes, qui nous donnent
des conseils qu'après nous appliquons dans nos chartes, justement pour faire en sorte que les choses s'améliorent. Et un autre point essentiel, c'est aussi la certification, dans le sens où la certification, c'est un bon point de départ, justement, pour avoir des avancées en la matière. Et si on prend, par exemple, Rainforest Alliance ou Fairtrade ou la certification malaisienne, le RSPO, il s'agit de certifications qui ont, dans le même principe de la certification, la lutte contre la déforestation. Donc ça permet d'aller vraiment de l'avant et de normer, de normaliser des avancées qui sont essentielles aujourd'hui pour la planète. Moi, je voulais rajouter un mot sur l'outil Starlink dont Fausto a parlé. En fait, c'est donc un service de surveillance par satellite. Maintenant, si vous êtes un peu familier de ce dont on parle, la surveillance par satellite, elle s'est beaucoup généralisée. Mais à l'époque du lancement de Starlink, donc à l'initiative d'Airbus et d'une organisation qui s'appelle Earthswarm, on est en 2015 et ils testent avec le satellite d'Airbus ce système de surveillance des plantations de palmiers à huile. Et en 2015, il y a 2 entreprises pilotes qui sont Ferrero et Nestlé, qui sont les premières du coup à expérimenter la solution et où donc on voit qui permet du coup de voir grâce à l'imagerie satellitaire sur les territoires s'il y a eu des départs de feu et du coup ce qui veut dire de la coupe et donc de la déforestation à proximité du périmètre des plantations sur lesquelles ces entreprises-là s'approvisionnent et donc du coup de suspendre immédiatement leurs fournisseurs et d'aller vérifier sur place ce qui s'est passé et donc de prendre les mesures. Et voilà, et donc il y a des initiatives comme ça, voilà, sur Starlink, où le secteur privé joue un rôle important aux côtés de la science et les ONG. Et tu as parlé de l'agroforesterie. On est partenaire du CIRAD, Centre de recherche agronomique français, qui monte un projet un test, là encore, d'agroforesterie dans la filière du palmier à huile. Donc ça se passe à Bornéo et en fait l'agroforesterie c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le monde du café ou du cacao, mais vous savez ça consiste à planter, à multiplier les cultures et en gardant des espaces forestiers importants et donc dans le cas du palmier à huile c'est une expérimentation, donc on n'a pas encore les résultats, on ne sait pas si ça va marcher, mais ce qu'on sait c'est que la monoculture telle qu'on l'a connue jusqu'à présent elle est en bout de course, ça ne peut plus continuer ainsi. Donc il faut inventer des modes de gestion agricole innovants et surtout respectueux de l'environnement. Et voilà, donc il y a ce test qui est fait, qui s'appelle Trail, et le CIRAD communique occasionnellement dessus. Voilà, et donc système d'agroforesterie dans la plantation de palmiers à huile. Sur le cacao, on a des exemples il y a pas mal d'initiatives innovantes aussi au niveau dans la filière du cacao où les États se mettent en lien avec donc États à la fois des pays producteurs mais aussi des pays consommateurs et voilà pour protéger des espaces forestiers tout en permettant, parce que l'enjeu il est là, c'est permettre à la population de continuer à vivre sur ces terres. Tout l'enjeu est là, c'est-à-dire que pour eux, dans les pays producteurs, il y a quand même un besoin de travailler, de nourrir la famille. Et donc, nous, dans les pays du Nord, quand on arrive avec des cadres très contraignants, ça fait des étincelles. Donc, il y a tout un travail de pédagogie à faire. Et je pense que c'est ce que la Commission européenne est en train de faire en ce moment pour que tout le monde y trouve son compte. C'est évident que les pays producteurs des pays du Sud ont conscience de l'importance de préserver les richesses. Mais voilà, il y a d'autres enjeux et nous, dans les pays du Nord, on peut les aider à atteindre ces enjeux. Par exemple, sur la filière du cacao, il y a un gros sujet qui est améliorer le revenu des producteurs. Et parce qu'aujourd'hui, la tonne du cacao, elle ne cesse d'augmenter. Et par contre, le prix qui est payé aux producteurs de cacao ne cesse de diminuer. Donc voilà, il faut trouver des solutions pour que le système puisse être durable. Oui, non, ça c'est certain. Et surtout, on l'a dit, tout d'abord, j'ouvre une parenthèse sur le système de contrôle Starlink, par exemple pour Ferrero. On est sur 1,3 million d'hectares dans le monde qui sont vérifiés par satellite. Voilà. Et ça permet d'aller vraiment vers ce niveau de contrôle physique. Il n'y a pas de déforestation.
Ça, c'est un point important. Après, la traçabilité, c'est-à-dire cartographier d'un point de vue GPS. Et puis après, naturellement, pourquoi il y a déforestation? Pourquoi il y a travail des enfants? C'est à cause des conditions de vie. Et aujourd'hui, on voit la tonne de cacao est à un niveau très élevé sur le marché de gros. Mais c'est vrai que les petits producteurs restent flats. Donc c'est quelque chose qui va donner envie de déforester encore plus. Donc il y a un travail à faire entre, à ce niveau-là, au niveau des producteurs de gros et les petits producteurs, puisqu'après, il va y avoir des grandes entreprises comme Ferrero ou comme Nestlé qui vont avoir directement des accords avec les petits producteurs. Donc on passe à côté de l'approche. Mais justement, pour la généraliser, c'est au niveau européen qu'on va pouvoir vraiment la faire devenir une norme, sachant que nous avons une base de départ qui est celle des certifications. Oui, et alors pour conclure peut-être sur l'Alliance pour la préservation des forêts, d'insister sur un point. Nous, notre tâche, elle porte vraiment à la réduction de l'empreinte déforestation des entreprises. On n'est pas sur la compensation. Ne venez pas nous voir si vous voulez un projet RED plus carbone. On ne vend pas de projet. On apporte des solutions aux entreprises pour les aider, les outiller à améliorer leurs pratiques et donc atteindre cet objectif de la lutte contre la déforestation. Voilà, je pense qu'on a fini. Ouais, moi aussi. Si vous avez des questions. Allô? Oui, allô? Oui, j'ai une petite question. L'APF, est-ce que vous avez une idée un petit peu de l'ampleur des producteurs que vous touchez par rapport à ceux qui sont concernés? Enfin, est-ce que vous touchez 10% des concernés de l'huile de palme et du cacao? En gros, pour prendre un petit peu la mesure du nombre de producteurs qui sont saisis en fait, Ouais. de ce sujet de la déforestation importée. Alors, sur le sujet de l'huile de palme, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a 25% de la production mondiale qui répond à des standards de durabilité. Et ces 25%, ils sont achetés par les Européens. Le reste, les 75% d'huile de palme, elle est plutôt à destination des plus gros acheteurs que nous, que sont les Chinois, les Indiens, les Indonésiens et aussi les pays africains, parce que l'huile de palme, c'est l'huile de cuisson en Afrique, l'huile de cuisson principale, comme nous on cuisine avec le tournesol. Là, c'est en Afrique et en Asie, on cuisine avec de l'huile de palme. Et donc, il n'y a pas de souci pour l'instant. Enfin, disons qu'il n'y a pas l'engagement aussi fort qu'au niveau européen de s'assurer que la production d'huile de palme, elle est aussi respectueuse. Mais ce qui est positif, c'est qu'on fait un effet de levier au niveau européen parce qu'on achète 25% de cette norme et on fait face à des très gros traders qui sont obligés de... Parce qu'il y a les Européens d'un côté, ils vont pas développer, c'est là le pari en fait. L'idée c'est qu'ils ne vont pas développer deux plantations, une durable pour les Européens et une autre où on va faire travailler des enfants et où on va utiliser des pesticides à gogo et déforester pour le reste du monde qui est aussi un gros acheteur. Donc ce qu'on pense c'est que l'Europe, et c'est ce qu'on espère beaucoup avec cette réglementation européenne, va faire basculer l'ensemble des acteurs et des planteurs. Et beaucoup ont basculé en prenant des engagements après ce risque de déforestation. Dans la filière de l'huile de palme encore, il y a 70% des producteurs d'huile de palme qui sont des petits producteurs. Donc on parle de plantations inférieures à 7 hectares, il me semble. Et voilà. Et donc pour les petits producteurs, il y a encore plus d'efforts à fournir pour leur faire passer le message de l'importance de préserver les écosystèmes, d'adopter. Mais du coup, c'est aussi des choses auxquelles on participe, on contribue au travers
de nos partenariats avec le CIRAD, ce que font aussi énormément d'ONG. On n'a pas tellement parlé de ça, mais les ONG ont aussi énormément de projets. Par exemple, aller former les petits planteurs à mieux choisir les semences qu'ils vont acheter pour qu'elles soient plus productives et que donc ça limite la terre agricole, l'usage de terres agricoles. Voilà, la formation donc aux meilleures pratiques agricoles, le choix dans les semences, l'usage des pesticides, parce que voilà, il y a besoin aussi de formation là-dessus. Donc ça, je sais que le CIRAD travaille beaucoup sur ces aspects-là, notamment dans 4 pays d'Asie, qui sont l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et un autre qui m'échappe, le Vietnam, pour former dans les universités les futurs gestionnaires de plantation, cadres dirigeants à de meilleures pratiques agricoles.